Bonjour et bienvenue sur notre première vidéo. Dans le cadre du grand débat national, l'un des 4 thèmes proposés concerne la transition écologique. C'est un sujet extrêmement vaste avec des problématiques bien différentes selon que l'on parle de biodiversité, d'épuisement des ressources ou de réchauffement climatique. Puisqu'il serait trop long de traiter l'ensemble de ces sujets dans le détail, nous allons privilégier ici une approche par le climat. Depuis l'accord de Paris décidé après la COP 21 de 2015, l'objectif est de limiter le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés au niveau planétaire d'ici à 2100. Pour respecter cet accord, il faudrait que les émissions mondiales baissent de 10 à 20% par décennie jusqu'à atteindre la neutralité carbone à la fin du siècle. Mais depuis sa ratification, la France dévie de la trajectoire qu'elle s'est elle-même fixée. Et au lieu de diminuer, nos émissions sont en la hausse depuis 2014. Tout n'est pas perdu pour autant. Historiquement, la France a su réduire ses émissions de gaz à effet de serre en conformité avec ses engagements internationaux. Le protocole de Kyoto, signé en 1997, visait ainsi une réduction de 8% de nos émissions à horizon 2012, par rapport à nos émissions de 1990. Cet objectif a été atteint et l'on vise désormais avec l'amendement de Doha, de ce même protocole, une réduction de 20% d'ici à 2020. Au niveau de l'Union européenne, cet objectif est d'ores et déjà atteint dès 2014 avec moins 22,9%. Mais comme nous l'évoquions précédemment, nos émissions sont reparties à la hausse depuis cette date, tant en France qu'en Europe, et dans le cas de la France, nous divergeons de jour en jour de nos engagements internationaux, il y a donc urgence à agir. La première chose à faire pour définir une stratégie de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est de comprendre quelles sont aujourd'hui ces émissions en France. Si on les décompose sur une année, on obtient ce graphique. Les principaux domaines émetteurs de gaz à effet de serre sont donc le transport, l'industrie, l'agriculture et le résidentiel tertiaire. Déjà, on constate quelque chose d'un peu paradoxal. On parle énormément de la production d'électricité, le fait de mettre le paquet sur les énergies renouvelables pour pouvoir fermer nos centrales nucléaires. Alors que les émissions dans ce domaine sont assez faibles. Si on rentre dans le détail et qu'on regarde quelles sont les émissions de CO2, proportionnellement à une production d'électricité donnée, on comprend que l'énergie nucléaire émet en moyenne autant de CO2 que certaines énergies renouvelables comme le photovoltaïque ou la géothermie. Le tout rapporté à l'ensemble du cycle productif, c'est-à-dire l'extraction des matières premières, le transport et la production d'électricité elle-même ainsi que le recyclage. Alors attention, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas engager cette transition, ce n'est ni argument pour ou contre le nucléaire ou les énergies renouvelables électriques. Cependant, il faut comprendre que cette transition se fait avec un impact nul, voire négatif sur nos émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, si l'on considère la production d'électricité française, on remarque qu'elle s'effectue déjà à 90% environ de manière décarbonée, et que la France est très en avance en la matière au niveau européen et mondial. Pour améliorer encore ce ratio, le gouvernement a annoncé la fermeture des dernières centrales à charbon d'ici la fin du quinquennat, et interdit toute nouvelle exploitation d'hydrocarbures. Concrètement, on pourrait aller encore plus loin en fermant les centrales thermiques restantes, à savoir les centrales à fioul et à gaz. Cet effort devra se faire progressivement, bien sûr, en faisant monter en puissance le réseau pour s'assurer qu'il puisse répondre à la demande. Concernant la demande en électricité, justement, nous proposons d'équiper l'éclairage public de détecteurs de présence afin d'éviter un éclairage continu et souvent inutile pendant la nuit, et de faire appliquer la loi qui interdit l'éclairage commercial des vitrines et devantures de magasins pendant la nuit. Mais globalement, la priorité n'est pas la production d'électricité en France, mais bien les 4 secteurs que nous évoquions plus tôt, le transport, l'industrie, l'agriculture et le résidentiel tertiaire. Commençons par le transport. Voilà un secteur qui concerne l'ensemble de la population et qui représente le plus gros de nos émissions avec 29% du total. Sur ces 29%, seulement 4,5% concernent en cumulé le transport aérien et le transport maritime, contre 75% qui concernent les voitures des particuliers et les poids lourds. Dans ce domaine, beaucoup nous vendent la voiture électrique comme étant la solution miracle, mais la réalité est bien plus complexe. Pour comprendre leur impact sur l'environnement, il faut additionner les émissions de gaz à effet de serre liées à leur production industrielle, à la production d'électricité qu'elles consomment, à leur maintenance et à leur recyclage. On remarque ainsi qu'une voiture électrique allemande est bien plus néfaste pour l'environnement qu'en France, principalement car elle dépend d'une production électrique bien plus carbonée que ne l'est la production électrique française. Aussi, un parc automobile 100% électrique serait extrêmement gourmand en électricité, dans des proportions bien supérieures à ce que nous produisons actuellement. Voilà pourquoi il faut également envisager la production de véhicules plus petits ou moins puissants qui consommeraient significativement moins d'énergie, qu'ils soient électriques, diesel ou essence. Malgré ces différents inconvénients, la voiture électrique reste un complément pertinent du parc automobile qui permet dans le cas français de réduire considérablement notre empreinte carbone.
Mais ces différentes idées ne sauraient suffire à elles seules et c'est la raison pour laquelle il faut à tout prix s'attaquer au cœur du problème et proposer des alternatives à la voiture individuelle. Par exemple en développant l'utilisation des transports collectifs, que ce soit par le covoiturage, le bus ou mieux encore pour l'environnement le train. Pour les petits trajets en ville par exemple, il faut améliorer l'offre des transports en commun mais aussi privilégier l'utilisation du vélo et des véhicules partagés. Beaucoup a déjà été fait dans ce domaine, mais très concrètement, nous proposons d'investir massivement dans le transport ferroviaire et le ferroutage. Il faudrait par exemple prendre soin d'électrifier un maximum de lignes pour privilégier des trains électriques aux locomotives diesel. Plus largement, un engagement financier de l'État permettrait un service de meilleure qualité et un prix du billet beaucoup plus faible et compétitif pour l'usager, ce qui augmenterait d'ailleurs la fréquentation des petites lignes et assurerait leur maintien. D'engager les municipalités vers une amélioration de l'offre de transport en commun et de parking relais, associée là aussi à une baisse tarifaire afin d'augmenter leur fréquentation et réduire ainsi la quantité de voitures présentes en ville. D'augmenter les sommes consacrées aux primes à la conversion auto pour les foyers les plus modestes, pour que ceux qui n'ont pas d'autres alternatives puissent utiliser des véhicules qui consomment et polluent considérablement moins. Tout ce que nous venons d'évoquer représente beaucoup de dépenses nouvelles, il faudra financer, et rien ne nous assure que ces incitations feront changer véritablement les habitudes des automobilistes. C'est pourquoi il faut nécessairement augmenter la contrainte sur ceux qui polluent le plus. Nous proposons donc de financer ces mesures. Au niveau européen, en augmentant la taxation du trafic aérien. Au niveau national, par le retour des hausses de taxes carbone prévues par Nicolas Hulot. Ces taxes ont beaucoup été critiquées dernièrement, mais elles nous paraissent pertinentes car elles permettent à la fois de rétablir une structure des prix qui reflète un coût plus juste pour l'environnement, mais aussi de réduire d'autres prélèvements obligatoires comme la fiscalité qui pèse sur le travail. Pour les plus modestes, l'effet de ces taxes sera marginal puisqu'ils bénéficieront de primes à la conversion qui leur permettront en réalité de faire des économies sur leur facture de carburant. La combinaison de ces mesures est donc à la fois un effort de justice sociale et de lutte contre le changement climatique. En mettant fin à certaines exemptions de taxes carbone dont bénéficient aujourd'hui les poids lourds et taxis. Par le non-renouvellement des concessions privées des autoroutes françaises. Les sociétés d'autoroutes bénéficient aujourd'hui d'une situation de rente scandaleuse. Le citoyen paye et l'argent est reversé aux actionnaires de ces sociétés sous le giron de l'État. Tout revenu supplémentaire pourrait être affecté à la transition écologique. Passons maintenant à un autre secteur, celui du résidentiel tertiaire. Quand on décompose les émissions propres à ce secteur, on observe que plus des 2/3 sont générées par le résidentiel, le reste l'étant par le tertiaire. Et si l'on décompose à nouveau le résidentiel, c'est 84% des émissions de CO2 qui sont liées au chauffage et 93% à cause du fioul et du gaz réunis. Et ces chiffres sont sensiblement identiques en ce qui concerne le tertiaire. Dans ce secteur, comme dans celui des transports, le constat est simple et frappant. Une politique climatique ambitieuse permettrait aux Français de faire des économies dans leurs dépenses et de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Il existe essentiellement 2 mécanismes aujourd'hui pour y parvenir. L'isolation thermique des bâtiments qui permet de réduire la consommation d'énergie et la transition des systèmes de chauffage polluants et coûteux comme les chaudières au fioul et gaz vers des systèmes plus respectueux de l'environnement comme des pompes à chaleur ou des poêles à bois. Nous proposons donc de mener des campagnes d'information pour faire connaître les dispositifs de transition globalement méconnus du grand public, d'augmenter les aides sous conditions de ressources pour changer des chaudières au fioul ou au gaz vers des équipements utilisant des énergies moins carbonées, mettre fin aux subventions pour le gaz, d'en finir avec le facteur 2,58 dans les diagnostics de performance énergétique qui pénalise artificiellement l'énergie électrique au profit du gaz ou du fioul, d'encourager et d'aider davantage les particuliers à effectuer des travaux d'isolation. Enfin, sur les 2 secteurs restants, l'agriculture et l'industrie. Le premier pour commencer. Émet principalement des gaz à effet de serre du fait de l'élevage animal qui génère beaucoup de méthane. 15% seulement de ces émissions sont liées à l'utilisation d'énergie comme le fioul des tracteurs. En ce qui concerne l'industrie manufacturière et de la construction, les gaz à effet de serre se répartissent à part égale dans la fabrication de minéraux non métalliques, craie, ardoise, tuiles, la chimie, engrais, plastique, la métallurgie, acier, cuivre, aluminium, l'agroalimentaire et les autres industries réunies. Dans ces 2 secteurs, il faut être particulièrement vigilant et souvent privilégier une approche européenne. Cela dépend des mesures que l'on propose bien évidemment, mais prenons un exemple. Si on décide au niveau national de taxer davantage le fioul utilisé par les tracteurs,
alors le prix des aliments français va mécaniquement augmenter sur les marchés, de sorte que les consommateurs en France comme à l'étranger vont privilégier des produits moins chers qui ne seront pas soumis à de telles réglementations. Le même constat pourrait être fait en ce qui concerne le transport maritime ou le transport aérien. Si on décide de taxer le kérosène des avions par une taxe au décollage, comme le fait la Suède, alors la plupart des transits pour les longs courriers se feraient dans des pays voisins. La pollution serait sensiblement la même dans ces cas-là et la France serait pénalisée économiquement par rapport à ses voisins, avec une diminution du tourisme par exemple. Voilà pourquoi en ce qui concerne les industries et l'agriculture, nous proposons à l'échelle européenne de fixer un prix plancher sur le marché des droits à polluer qui concerne les plus grandes entreprises du continent, d'interdire progressivement un plus grand nombre de plastiques jetables et d'imposer des réglementations plus strictes concernant la quantité d'emballage des produits, de lutter contre la déforestation et les biocarburants à partir d'huile de palme, d'interdire progressivement un plus grand nombre de pesticides et d'OGM que l'on juge néfastes pour la santé. Dans le cadre de la PAC, nous devons veiller à ce que les aides soient davantage fléchées vers les exploitations respectueuses de l'environnement et que les financements de recherche sur les modes de production alternatifs et bas carbone comme le bio ou la permaculture soient augmentés. Au niveau national comme européen, on pourrait imaginer des campagnes de sensibilisation sur des modes de construction renouvelables comme le bois, la pierre, la terre-paille. Cela permettrait de limiter notre utilisation de ciment, de chaux ou autres ressources fossiles très gourmandes en carbone. De la même manière, des campagnes pourraient être menées pour promouvoir une alimentation moins carnée et donc moins polluante. Ce grand débat national est aussi l'occasion de nous mobiliser et de signifier notre opposition au projet mine d'or en Guyane. Mais une fois qu'on a dit tout ça et qu'on pense avoir plus ou moins fait le tour du sujet dans les grandes lignes, on passe en fait à côté de quelque chose de fondamental, la pollution importée. On le constate très bien en regardant l'approche empreinte-inventaire, l'empreinte étant ce que nous les Français polluons en tout, et l'inventaire étant le CO2 émis sur le sol français. Ainsi on constate qu'en déduisant nos émissions liées aux exportations de celles liées à nos importations, il nous reste environ 30% de CO2 en plus, c'est-à-dire que nous polluons plus que nous émettons de CO2 en France. Si on assiste à une réduction de nos émissions de gaz à effet de serre au niveau national et européen depuis des décennies, c'est aussi parce que nous avons délocalisé la pollution vers des pays à faible réglementation environnementale. L'Asie du Sud-Est a ainsi accueilli nos industries les plus polluantes. Afin de limiter cette pollution importée, nous proposons de mettre en place une taxe carbone aux frontières de l'Union européenne, de sorte que tout produit importé dans l'UE soit taxé à hauteur des émissions de CO2 qu'il a engendrées. Cette forme de protectionnisme permettrait à la fois de réduire les émissions de gaz à effet de serre au niveau global, mais aussi de privilégier la production européenne et à terme la relocalisation d'une grande partie de nos entreprises. Une fois relocalisées, ces dernières devront respecter une réglementation beaucoup plus stricte et protectrice de l'environnement. Une nouvelle fois, une telle mesure est bonne à la fois pour l'environnement et pour l'activité économique du continent, et donc a fortiori pour un retour à l'emploi des classes moyennes et populaires. De planifier l'arrêt des subventions et des investissements dans les énergies fossiles. En ce qui concerne la politique menée par la Banque publique d'investissement, BPI, l'Agence française de développement, AFD, mais aussi par EDF dont l'État est actionnaire majoritairement à plus de 80%. Voilà donc en quelques mots nos propositions en matière de transition écologique que nous vous invitons à relayer et à proposer dans le cadre du grand débat national ou ailleurs. Vous trouverez un visuel qui récapitule en un coup d'œil toutes nos propositions dans la description. Alors bien sûr, cette vidéo n'est pas exhaustive et beaucoup d'autres solutions pourraient être proposées. Nous vous invitons d'ailleurs à ajouter les vôtres en commentaire et à débattre de ce que nous avons pu avancer. Sinon, rendez-vous dans notre prochaine vidéo pour discuter du thème de la fiscalité et des services publics.